Bienvenue. Alors, juste histoire en fait de commencer assez rapidement. Bon, au début, il y aura un peu de PowerPoint et de vidéo, et ensuite on passera un peu plus sur des démos live. Dans un premier temps, bon, globalement, il y a l'annonce, on va dire, d'Arnold. Je vais surtout insister sur la partie en fait workflow procédural qui a été intégrée sur cette version 2018 de 3ds Max. Beaucoup de choses en fait qui sont assez customisables, des outils on va dire dans lesquels vous pouvez pousser on va dire votre workflow au maximum. Le Max Création Graph qui est globalement l'environnement de développement nodal de 3ds Max et un peu de rendering puisque tout à l'heure je vous ai dit que Arnold maintenant est implémenté justement dans 3ds Max 2018. Donc dans un premier temps, bon voilà, donc l'annonce. Le plugin Arnold 5 donc est fourni en standard sur la 2018 sur un rendu pour un rendu local. Après, si vous souhaitez faire du déploiement réseau, comme sur Maya, bah, il faudra ensuite acheter des render nodes supplémentaires. Voilà. Autre chose aussi, bah, jusqu'à la version 2017, on avait Mental Ray et iRay qui étaient implémentés, donc les deux moteurs issus d'NVIDIA, et en fait à partir de cette version 2018, ces deux moteurs ne sont plus inclus dans 3ds Max 2018. Si vous souhaitez quand même utiliser Mental Ray et iRay, il va falloir vous rapprocher d'NVIDIA bah, récupérer les plugins. Là, en l'occurrence, bon, je vous expliquerai tout à l'heure les raisons, on va dire, de cet arrêt. Sachez simplement que les matériaux, on va dire conventionnels, vous pouvez les convertir. Donc, des scènes Mental Ray ou iRay peuvent être maintenant converties dans la scène du moteur que vous souhaitez utiliser, que ce soit V-Ray ou Arnold, grâce à un utilitaire dans 3ds Max qui est apparu l'année dernière qui s'appelle le Scene Converter, qui transforme les matériaux d'un moteur à un autre. Donc ça, c'est assez pratique. Et si vous utilisiez les matériaux Autodesk, ben, sachez qu'ils sont compatibles avec un autre moteur inclus en standard dans 3ds Max qui s'appelle ArtRender, qui veut dire Autodesk Ray Tracer. Voilà. Rapide chose, malheureusement j'aurais pas le temps de vous le présenter, mais vous savez que quand maintenant vous installez 3ds Max, vous avez aussi la possibilité d'avoir un autre utilitaire qui s'appelle Asset Library, qui est un logiciel en fait à part entière, qui permet de gérer ses assets sur votre PC. Sachez que, alors pour la petite histoire, bon, on peut taguer en fait des fichiers pour pouvoir facilement les retrouver, ça c'est assez pratique. On peut aussi gérer, on va dire, les dépendances externes, que ce soit les Xref ou les chemins de matériaux. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué quand on ouvre un fichier 3ds Max et qu'on se rend compte que ben, il n'arrive pas à retrouver les textures. Bah, sachez qu'avec l'Asset Library, vous n'avez pas besoin de lancer 3ds Max pour régler ce problème-là. Vous pouvez directement le faire depuis l'Asset Library et régler les problèmes de chemin directement, juste en sélectionnant les fichiers Max et ensuite en disant ben, les textures sont ici ou les Xref sont là. Autre chose aussi, tout ce qui est boutique en ligne d'assets, donc que ce soit 2D, 3D. Ben, auparavant, Autodesk avait sorti le Creative Market. Depuis fin avril, maintenant, vous avez tout le contenu de CJ Trainer qui est aussi disponible dans l'Asset Library. Donc, c'est aussi une bibliothèque en ligne où il y a des assets 2D, 3D gratuits ou payants. Et vous avez aussi maintenant, donc ça c'est assez récent aussi, les matériaux de substance maintenant disponibles directement dans l'Asset Library. Donc voilà. Donc l'Asset Library peut à la fois gérer vos assets en local, mais aussi à travers des contenus en ligne. Voilà. Bon après on peut aussi gérer il y a de nouvelles options de recherche comme le nombre de faces, etc. Et aussi vous pouvez gérer vos propres miniatures de fichiers. Voilà. Ça a été commencé, alors ça, je vais passer maintenant sur l'interface, donc et le workspace. Ça a été commencé l'année dernière sur la 2017 avec l'intégration de Qt. Donc l'interface Qt maintenant est complètement, enfin l'interface de 3ds Max est complètement intégrée à Qt maintenant. Donc je vous montre assez rapidement ici une petite vidéo qui vous montre la nouvelle interface de la 2018. Comme sur Maya maintenant on peut détacher les menus. On peut aussi facilement, là on peut voir ici les workspaces en fait qui permettent de changer l'interface en fonction de l'utilisation. Tout est maintenant dockable. Donc vous pouvez voir que auparavant le panneau de commande à droite était difficilement on va dire modifiable. Maintenant on peut rajouter plusieurs onglets, créer différentes dispositions d'interface. La timeline aussi maintenant peut se détacher et se positionner où vous souhaitez. Elle fait la totalité de la largeur de votre écran, ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes. Et là en l'occurrence ici on voit aussi l'intégration des state sets, donc toute la partie passe de rendu qui peut se docker où vous souhaitez en fait sur l'interface. Voilà. Alors, on va passer maintenant un peu plus à du live. Là, je vais basculer en fait sur un nouvel outil qui a été intégré sur cette 2018. Alors, auparavant, ceux qui sont en souscription ou qui ont maintenant basculé en abonnement, c'était déjà disponible sur la 2017 en, je crois, en update 1 ou 2, il me semble.
Donc l'intérêt c'est quoi? C'est le Blend Box Map. En fait, c'est un outil dans l'éditeur de matériaux qui permet de gérer la fusion entre plusieurs textures, notamment. Alors, l'une des problématiques qu'on rencontre régulièrement quand vous avez des objets qui sont assez complexes au niveau géométrique, ben quelquefois on n'a peut-être pas le courage de faire le développé du V, quoi. Là en l'occurrence, ben, ça vous facilitera un petit peu la vie puisque c'est directement en fait un outil dans l'éditeur de matériaux qui projette en fait des textures et qui permet en fait de gérer la transition entre deux textures. Donc je vous montre ça assez rapidement. Voilà, ce sera celui-ci. Voilà, parfait. Donc si c'est un exemple, on peut voir ici l'approche, enfin le modèle en lui-même. Donc ici on a juste fait en sorte de déplacer certains objets pour se faciliter un peu la vie dans le mapping. Et ensuite, une fois que tout est mappé, bah, on n'a plus qu'à caler tout ça en fait pour constituer en fait ce drone entre guillemets militaire. En l'occurrence ici, c'est un drone de police. Donc je vous montre comment ça marche. Vous avez ici l'éditeur de matériaux, dans lequel ici on a ce nœud-là qui s'appelle bah, justement le Blending Box Map, dans lequel ici vous pouvez soit déclarer une seule texture à projeter en fait sur le modèle, soit une projection sur trois. Donc là en l'occurrence on aura ici du top, bottom, left, right et face back. Donc c'est des projections en fait, on va dire en fonction on va dire d'éléments prédéfinis. Et là vous avez ici forcément bah, la version cube avec les six faces. Donc ça, par exemple, je vais pouvoir en fait le connecter sur le matériau qui est déjà connecté ici à mon objet. Et là, pour l'instant, on peut voir ici des transitions qui sont liées ici à ces codes couleurs que vous pouvez visualiser là, quoi. Donc après, c'est assez facile de pouvoir les visualiser de cette manière. Et vous avez en fait ce petit bouton ici qui permet justement de gérer les transitions entre différentes textures. Donc là, on est sur une projection 6 faces. Et une fois que c'est fait, ben, vous avez peut-être besoin de ces éléments-là pour travailler, pourquoi pas, dans un logiciel comme Photoshop ou un éditeur 2D. Ben, vous n'avez plus qu'à lancer votre rendu en déclarant ici justement ben, les images qui vont être générées à partir de ces projections. Et ces projections, ces images générées vont vous servir de base dans votre éditeur 2D. Donc vous n'aurez plus qu'à construire autour et le mapping sera nickel. Donc c'est déjà le cas, hein. J'avais déjà fait ici un petit rendu. Donc à partir du moment où vous déclarez ici le chemin, vous cliquez sur ce bouton rendu, vous déclarez ici la résolution et vous n'avez plus qu'à ensuite profiter de ce que vous avez fait. Donc là je vous montre globalement ce que j'avais obtenu. On va partir ici sur photo, voilà. Donc voilà, ça c'est une première projection. La deuxième, donc là c'est en vue de dessous, vue de face, vue droite, il me semble, ou gauche, je sais plus. Voilà, donc on voit à travers les codes couleurs lequel en fait correspond en fait à la vue, voilà, etc. Et une fois que c'est fait, ben, vous basculez ça en fait dans votre éditeur 2D et vous n'avez plus qu'à habiller ça en fonction ben, de ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc là en l'occurrence ça a été fait de manière assez grossière, mais on peut ici tout à fait imaginer ce genre de cas de figure aussi avec des textes, etc. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, on n'a plus qu'à déclarer tout ça, donc il y en a déjà un tout frais. Vous pouvez ici visualiser qu'à la place des codes couleurs ici, on a mis plutôt des textures PNG. On va remplacer celui que j'avais fait. Voilà. Et on va donc assez rapidement obtenir une visualisation du modèle. Hop là, on va toc. Voilà, ça va arriver ici. Et une fois que c'est fait, donc j'en profite le temps que ça monte en fait dans la RAM vidéo. J'ai quand même 10 fichiers ouverts, hein, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bah, je vais profiter justement du rendu d'Arnold. On peut le voir ici. On a donc ce rendu qui est fait. Alors justement, j'ai un petit souci, on dirait. À croire que toc, voilà, c'est bon. Donc il y a un petit besoin de rafraîchissement, on le voit ici. Donc là, on voit que tout est parfaitement calé. Donc c'est les textures que je vous ai montrées tout à l'heure hein, qui maintenant se positionnent parfaitement. Et si vous souhaitez visualiser, on peut maintenant faire un petit rendu Arnold. Et vous allez voir que c'est relativement rapide. Voilà. Voilà, donc il y a pas mal d'autres options aussi. On peut aussi gérer un paquet de trucs. Je vous inviterai à ce moment-là en fait à regarder un peu les contenus en fait de ce nœud, le Blending Box Map, qui vous permettra sûrement de vous faciliter un petit peu la vie en termes de mapping d'objets assez complexes. Voilà. Donc je vais quitter ça. On va basculer en fait sur l'autre élément. Donc là, on va basculer sur toute l'approche workflow procédural. Donc, un nouveau modificateur est apparu sur 3ds Max 2017.1. Donc 2018 en profite et d'ailleurs même amélioré l'outil. Donc en fait c'est un super modificateur. Donc globalement ceux qui connaissent pas 3ds Max, quand on prend des objets et qu'on souhaite les modifier, on lui rajoute des modificateurs et la plupart du temps en fait ils ont un champ d'action relativement limité. Donc et là, l'idée du data channel modifier, bah, c'est de créer votre propre modificateur en partant d'une base.
Donc il est parfaitement customisable, c'est vraiment un super modificateur qui vous permettra de faire pas mal de choses. J'ai pas mal d'exemples ici. L'idée par exemple c'est de vous montrer par exemple celui-ci. Ici on est sur un plan qui a été subdivisé, on le voit ici, on a mis un turbo smooth pour augmenter le nombre de polygones. On va générer ici un displace à partir d'une image ici PNG plutôt. Donc là on a entraîné une déformation géométrique de l'objet et ensuite bah, l'idée c'est on va dire de gérer plusieurs textures. Imaginons par exemple qu'on est sur les plateaux, un début de végétation, et ensuite on souhaite gérer une transition, et là on verrait au niveau des tranches verticales de la géométrie, plutôt plutôt on va dire les couches géologiques on va dire du modèle, et l'idée en fait c'est de gérer ces deux transitions sachant que c'est deux textures différentes. Donc on va gérer ça par une troisième texture qui sera en fait globalement une rampe de dégradé, hein. Donc un dégradé en niveau de gris. La problématique c'est que globalement il y a quasiment trois canaux de texture, trois canaux de mapping à gérer. Donc il y a le premier on va dire qui est par défaut celui qui est issu on va dire du plan. Le plan lui-même a ses coordonnées d'UV. Ensuite on a des UV ici qui sont uniquement la gestion on va dire des couches géologiques. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est gérer une transition avec, on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus verduré ici, un peu plus vert sur les plateaux. Donc pour ça, justement, on va jouer en fait bah, sur 3ds Max avec ce qu'on appelle les canaux de texture. Donc le plan ici a ses propres coordonnées, on le voit bien ici, avec une texture, un canal de texture 1. L'UVWMap, lui, va gérer le canal de texture 3. Et le data channel, donc, lui, va me permettre de gérer le canal de texture 2, parce que là, le modèle est assez complexe. Donc l'idée c'est quoi? Ben, c'est de chercher de l'information. Globalement comment ça fonctionne? Vous avez ici une série de piles avec des opérations. Vous cliquez ici sur Add Operator et là vous avez trois catégories. Vous avez l'input operator, donc là en l'occurrence ce sont tous les éléments qui vont vous permettre d'extraire de l'information sur le modèle 3D. Donc ça peut être aussi bien au niveau des arêtes, des sommets, des polygones, etc. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie qui sont les process operators qui permettent de transformer cette information issue du modèle. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie qui est en fait l'output operator qui globalement va, à partir de cette transformation, va en sortir une autre information. Bah, c'est ce qu'on a fait ici. Globalement, bah, c'est un peu la construction. En fait, la pile doit se voir de bas en haut, enfin de haut en bas, excusez-moi. Donc le vertex input, on va chercher une information, notamment ici la moyenne des normales en x, y, z. On va transformer cette moyenne en vecteur, donc ce sera un vecteur qui sera orienté vers le z word, donc au niveau de l'orientation de ma scène. Donc c'est le z de ma scène en fait qui a été en fait privilégié. On a juste lissé, donc je vais vous montrer en fait globalement ce que ça donne lorsqu'on visualise. Donc là on extrait on va dire les informations des vertex à travers les normales. On transforme ça et on essaie en fait d'indiquer on va dire des zones d'influence. Le rouge c'est là où il y a le plus d'influence, le vert c'est intermédiaire et quand c'est bleu, et ben en fait il y en a très très peu. On va un petit peu lisser tout ça en fait afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Et une fois que c'est fait, on va sortir une information qui sera justement d'informer bah, où se positionnera justement ces nouveaux UV à travers un nouveau canal en fait qui est ici le numéro 2. Donc une fois que c'est fait, donc on n'a plus qu'à profiter de tout ça. On va basculer ici, on va ouvrir ici l'éditeur de matériaux. Et on peut voir ici, donc en principe c'est celui-là, voilà. Donc on a ici un premier élément qui est la rampe de dégradé qui va gérer globalement l'apparition des couches géologiques. Donc on peut le voir ici, l'information en fait est gérée ici par le canal numéro 3. Celui-ci, qui est en fait un effet de verdure à base de bruit, est géré en canal numéro 1. Et ici on a une rampe de dégradé. Ici on peut ici visualiser le canal numéro 2 qui est justement, on va dire, contrôlé par le Data Channel Modifier. Et une fois que c'est fait, donc si je lance ici un rendu interactif, on peut ici assez rapidement voir les transitions entre le noise ici, qui est en fait au niveau des plateaux, et l'apparition des couches géologiques qui est en fait gérée par cette texture là. Et le rampe de dégradé va permettre justement de gérer justement la transition entre les deux. Et là vous voyez, grâce au rendu interactif avec Arnold, on peut assez facilement gérer justement cette transition. Vous voyez, juste en rampe de dégradé. Et ça c'est assez pratique. Auparavant c'était un petit peu plus complexe de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà.
Alors ça, c'est un des gros points forts aussi d'Arnold, on verra ça tout à l'heure, c'est la rapidité du rendu interactif. Honnêtement, on a bien gagné en fait là-dessus sur cette 2018. On va un petit peu avancer en termes de fonctionnalité. Par exemple, ici, les utilisateurs de Maya connaissent le Delta Mush, qui est en fait un espèce d'outil de relâchement de maillage qui permet de sauvegarder en quelque sorte aussi les détails pour éviter d'avoir des effets de lissage un peu trop accentués. En fait, sur Max, on avait sur la version précédente de Max 2017, il me semble, quelqu'un qui avait développé un Delta Mush équivalent à travers le Max Création Graph, donc l'environnement de programmation nodale. Et là, on a en fait la même chose, mais en Data Channel Modifier. Donc, c'est-à-dire que c'est ce super modificateur qui peut aussi refaire ce genre de fonction. Donc là, ici, en l'occurrence, on n'a rien appliqué. Donc, on voit qu'il y a des déformations qui sont quand même pas du tout espérées. C'est même plutôt moche. Et l'idée, bah, c'est d'essayer de rattraper ça. Soit bah, vous rentrez dans votre outil de skinning et vous gérez en fait l'influence des vertex par rapport au skeleton. Mais le delta mush aussi peut tout à fait aussi faire l'affaire. Donc là, l'idée, c'est justement ben, de profiter de ça. On va profiter justement de ce delta mush. Donc ici, on peut voir un morpheur, donc l'équivalent des blend shapes qu'on a dans Maya, le skinning. Et ensuite ici le data channel modifier dans lequel ici vous avez directement en fait un opérateur delta mush. Pour la petite histoire, le data channel modifier est accompagné directement de presets que vous pouvez aussitôt profiter. Donc d'ailleurs vous pouvez visualiser qu'il y a bien un delta mush par défaut. Et vous allez voir en fait que tout à l'heure je vous montrais ici le tension difform qui est aussi hyper pratique pour gérer on va dire des détails de morphing assez intéressants. Donc là en fait c'est ce qu'on a fait, ici on a juste configuré cet élément là, voilà, on a toute une série ici de paramètres de relâchement. Et par rapport à tout à l'heure, on va voir, hein, par rapport à tout à l'heure, on voit que maintenant c'est beaucoup mieux géré, et juste par le biais d'un modificateur qui essaie de conserver le modèle original et essayer d'enlever toutes ces déformations disgracieuses à travers un espèce de relâchement intelligent du maillage, tout simplement. Donc je vous montre ce que c'était avant, après, donc on voit qu'il y a une sacrée différence maintenant. Voilà. Je vais quitter celui-ci aussi. Un dernier, bah voilà, c'est celui-ci. Je vais juste quitter celui-là histoire de retrouver un peu de RAM. Voilà, voilà, parfait. Donc là, on est toujours dans le Data Channel Modifier. Donc je répète, hein, super modificateur. L'idée, c'est quoi? C'est de gérer par exemple des niveaux de détail très localisés. On peut voir ici, on a un morpheur avec un peu de skinning aussi. Et de rajouter des états, on va dire des détails intermédiaires, notamment de plis, de rides, etc. Et tout ça à travers ben, des modèles qui sont ici. Là, en l'occurrence, ici, c'est deux modèles qui sont en fait on va dire, bon, dans Max, on appelle ça des morph target et dans Maya, on appelle ça des blend shape. L'idée, en fait, c'est bah, de venir compléter, on va dire, cette animation à travers des éléments qui viennent d'outils de sculpture comme ZBrush ou Mudbox, de les réimporter dans 3ds Max et ensuite de les utiliser comme base de déformation aussi. Donc on peut ici voir deux éléments et l'idée ben, c'est pareil, toujours avec le Data Channel Modifier. Venir ici l'activer. Ici vous avez directement un preset de tension difforme qui permet justement de profiter un peu bah, de ces modèles venant de l'extérieur. Ici on peut ici les visualiser, ici et là. Donc je fais appel en fait à ces deux modèles sur le côté dans le modificateur. Et une fois que c'est fait, donc bah, maintenant j'ai une déformation avec beaucoup plus de détails. Ici, par exemple, on peut ici visualiser la déformation de la bouche. Si je le fais sans l'effet, avec l'effet, et là on voit bien qu'il reprend en fait la déformation de celui-ci. Donc ensuite, je peux un petit peu avancer au niveau, on va dire ici du front. On voit qu'on reprend en fait un peu la déformation de celui-ci, et bah, si je ne mets pas le Data Channel Modifier, voilà ce que ça donne. Donc ça permet en fait de rajouter des déformations très localisées à travers d'autres modèles qui ont été issus on va dire d'outils de sculpture. C'est vrai que ces outils de sculpture permettent justement d'apporter beaucoup plus de détails à travers ça quoi. Et après on n'a plus qu'à profiter d'un petit turbo smooth histoire de on va dire de donner des choses un petit peu plus sympas et là on voit toutes les déformations entraînées etc. quoi. Voilà, donc ce Data Channel Modifier, je vous invite vraiment à l'explorer, il a un gros potentiel. Alors, ensuite, le Max Création Graph. Donc, pareil, depuis deux versions. Donc, c'est un outil qui a été apparu il y a à peu près 2 ans. Environnement de développement nodal. Donc, tout est basé à base de nœuds. Donc, sur cette version 2018, ils ont aussi rajouté de nouveaux nœuds, nouvelles méthodes d'installation, etc., etc.
Ah oui, un truc tout con, mais enfin on peut faire des annulés et des rétablir dans l'interface de MCG. C'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Bon, après, il y a une unification, on va dire, de l'interface, etc. Et enfin, on peut aussi gérer maintenant les systèmes de particules dans le Max Creation Graph. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Alors, je vous montre assez rapidement ce que ça donne. On a ici un exemple avec celui-ci, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ça en fait, le Max Creation Graph, hein. C'est des nœuds, hein. Vous avez ici toute une série ici d'éléments qui sont faits préfaits. Vous avez juste à les glisser dans l'interface qui sont là, et après vous les connectez les uns après les autres. Sinon, on peut aussi le faire à travers le clic droit aussi, ou en appuyant ici sur X. Si vous connaissez un nœud, ben, vous n'avez plus qu'à l'appeler et en fait il apparaîtra. Il sera un filtre automatique. Une fois que c'est fait, donc bah, ce nœud en fait apparaît soit en tant que objet. Ici, on peut ici visualiser un MCG sample dans lequel vous avez directement des boutons qui sont en fait des outils qui ont été rajoutés grâce au MCG. Ça peut aussi bien se faire en mode géométrique qu'en mode spline. Donc ici, on peut voir aussi d'autres exemples ici plutôt 2D. Et ça existe aussi en mode modificateur. Donc vous aurez aussi la possibilité de créer en fait vos modificateurs et rajouter au fur et à mesure un petit élément. Donc là c'est un exemple ici de super pivot. Une des problématiques qu'on a c'est quand on souhaite animer des objets. Vous savez que dans Max on utilise le pivot pour faire des rotations, des déplacements, etc. Mais la problématique c'est quand on souhaite par exemple qu'un cube joue sur des rotations basées sur des arêtes mais à chaque fois l'arête change. Ça c'est un peu compliqué. Donc ben, justement ici on a des outils qui permettent justement ben, de gérer ça. Vous voyez là c'est un modificateur qui a été créé par le MCG. Directement, vous n'aurez plus qu'à animer ces paramètres là et ensuite vous aurez ici juste des histoires de décalage du pivot en lui-même, voilà, de cette manière. Tout ça c'est animable, voilà. Et une fois que c'est fait, ben, faire une animation comme ça c'est ultra simple. Alors que c'est vrai qu'auparavant, ben, on aurait un petit peu galéré parce qu'on aurait à chaque fois fait des points de pivot différents, etc. Donc ça, c'est pas vraiment pratique. Si on restait, on va dire, sur les outils par défaut de 3ds Max, et là en l'occurrence avec un super pivot qui a été développé par le MCG, ben, c'est beaucoup plus simple. Alors un autre exemple aussi de MCG, donc d'exemple de Max Creation Graph. Donc là c'est ici pareil, hein, c'est toujours un MCG qui a été développé. Là, en l'occurrence, pour la petite histoire, en fait, depuis l'année dernière, on gère aussi Bullet Physics, la technologie d'AMD, en termes de physique, donc d'éléments de collisionnables, etc. Certaines personnes se rappellent de Reactor. On avait ça en fait il y a quelques versions déjà dans 3ds Max. Et une des fonctions que beaucoup de personnes ont regretté dans Reactor, c'était le fait de gérer les ropes, donc les cordes, tout ce qui était ficelle, cordes, câbles. Ça, c'était un peu compliqué de retrouver ça à travers les outils qu'on avait depuis que Reactor avait été enlevé. Et là, ben, grâce au MCG, ben, on a de nouveau en fait ce genre de choses. On a ici un petit élément en fait qu'on retrouve là, qui est ici, qui s'appelle Physics Spline. Vous voyez. Et ben, l'idée, hein, c'est de prendre un élément, de prendre des lignes. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est des cercles, mais ça peut être ce que vous voulez, hein, tout ce qui est 2D. On les déclare ici, hein, on les rajoute grâce au bouton ici Add Item. Et ensuite, on déclare les éléments qui sont collisionnables avec ces cordes, tout simplement. Donc ici, en l'occurrence, c'est la pyramide, et ici, la boîte qui est en fait le sol. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc c'est la même chose ici avec ceci, avec cela, etc. On déclare en fait les éléments qui vont rentrer en fait dans la simulation et les éléments sur lesquels qui vont interagir avec ces éléments 2D. Et une fois que c'est fait, ben j'ai plus qu'à lancer ma simulation et on obtient ce genre de choses ultra rapidement. Donc ça va faire beaucoup plaisir à ceux qui cherchaient à resimuler des cordes, des câbles, etc. dans 3ds Max. Alors sachant que le Physics Plan que vous avez là, en fait, il est gratuit, hein. Vous pouvez le récupérer sur le site Viarea d'Autodesk. Il est gratuit, vous pouvez le récupérer. Et même à la rigueur, comme il est ouvrable, vous pouvez même l'améliorer, encore ajouter des options. Il n'y a rien de fermé en fait dans le MCG. Voilà. Euh, on va finir par un dernier. Donc celui-ci, c'est un autre exemple ici de MCG qu'on appelle le Conform Spline. L'idée, c'est de projeter cette ligne 2D sur cet objet 3D. Pourquoi pas pour en faire un chemin, une trajectoire pour un objet, par exemple. Là, l'idée, ben, c'est justement ben, de profiter ici d'un élément qui est là, qui s'appelle ici Conform Spline. On le voit ici, donc j'ai juste à cliquer, le poser. Ensuite, il y a une interface. Je vais dire, bah tiens, c'est la ligne qui est là. Voilà. Et je vais projeter cette ligne sur cet objet. Voilà. Donc je ne sais pas si on visualise, je vais le sélectionner ici, parfait. Hop, hop. Voilà. Et donc on a quelque chose qui ressemble à ça. D'ailleurs, c'est peut-être pas le bon élément.
c'est plutôt celui-ci. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais sélectionner ces deux éléments là, on va les isoler. Et comme vous pouvez voir, là il y a déjà un bruit et une courbure. Et ben la spline en fait conserve en fait la déformation de la surface. Je peux aussi jouer ici avec le bend, jouer ici, et on peut voir en fait que la spline en fait continue en fait de suivre la déformation. Ça, on pourrait même imaginer quelque chose de, on va dire, d'animé. Et la spline continuera en fait à suivre la déformation. Donc là en l'occurrence ici j'en ai plus besoin et je vais vous montrer en fait un truc un petit peu plus finalisé comme celui-ci où là on a quelque chose qui ressemble plus à ça quoi. Et après on pourra même imaginer la surface en train de bouger en même temps et l'objet toujours en train de suivre on va dire la trajectoire etc quoi. Voilà. Donc voilà en fait pour le MCG. Je crois que je dois avoir fini en principe. Oui, donc c'est bon. On va continuer. Donc il y a pas mal de nouveaux opérateurs, etc. Les samples, tout ça, tout ce que je vais vous montrer en fait, c'est des samples que vous pouvez récupérer. Hein. Donc même le MCG, vous pouvez les récupérer, ensuite les exploiter. Voilà. Dernière partie sur la partie rendue. Donc Arnold 5. Donc vous savez que maintenant on a Arnold 5 qui est implémenté dans Max 2018. Donc c'est un outil qui a été oscarisé plusieurs fois, qui est facile, on va dire, en termes de manipulation. Vous pouvez assez rapidement gérer vos rendus entre guillemets photoréalistes relativement simplement. Une des qualités d'Arnold, c'est le fait de gérer des très grosses scènes et de les encaisser vraiment de manière assez efficace. Et aussi les très grosses textures, il sait très très bien les gérer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la partie rendue interactive, hein, l'IPR de Max s'appelle l'Active Shade, donc, et là en l'occurrence aussi quelque chose de très rapide. Donc ça, j'ai fait un copier-coller de ce qu'on trouve en fait sur l'aide en ligne de 3ds Max. Donc tout ça en fait c'est ce que supporte Arnold. Donc vous avez déjà le plugin en lui-même. Les effets volumétriques, alors oui, maintenant les fichiers OpenVDB, on peut les ouvrir directement dans Max. Et Arnold sait les rendre sans problème. Donc ça supporte aussi les effets atmosphériques, les proxys issus d'autres plugins Arnold. Si vous avez fait des contenus proxy en fait, que ce soit dans Maya, dans Houdini, etc. On peut aussi les récupérer dans Max. Autre chose aussi, les shaders aussi, et maintenant il y a des shaders Arnold directement dans Max. Le fait que si vous ayez compilé vos propres shaders pour Windows, là en l'occurrence 3ds Max aussi saura les utiliser. La partie IBL, le workflow IBL, donc tout ce qui tourne autour des images HDR, tout ça, c'est très très simplifié par rapport à ce que moi j'ai connu sur Mental Ray. Ça ressemble plus à ce qu'on peut voir avec du V-Ray par exemple. Un modificateur qui s'appelle Arnold Properties en fait, qui est assez pratique à utiliser, un peu ce qu'on a en fait dans Maya. Ah oui, alors les passes de rendu sur Arnold ça s'appelle les AOV, donc Arbitrary Output Variable. Tout ça en fait on les supporte dans la version d'Arnold sur Max, donc ça c'est bien. Bon, qu'après bien sûr ce qu'on demande à un moteur de rendu, hein, c'est-à-dire la profondeur de champ, le flou de mouvement et les effets de caméra shutter. Et en nouveauté Arnold 5, donc je les ai mis ici à droite, une caméra VR. Donc tout à l'heure j'avais discuté avec quelqu'un qui utilisait VR en mode VR. Bah, sachez qu'avec Arnold aussi on a la même chose. Ah oui, alors des shaders ont été modifiés maintenant. On a un standard surface shader qui est compatible avec la méthodologie, on va dire, de Disney et qui remplace l'ancien shader Arnold qu'on avait par exemple sur Maya. Donc sur Max, ils vont appeler surface shader. Bon, quelques outils en fait de shader pour simuler les cheveux. Le support des lumières photométriques provenant d'autres logiciels comme Revit. Ah oui, on a une quantité hallucinante en fait de lumière gérée par Arnold aussi, ça c'est vraiment super apprécié. Donc ces deux lignes là sont assez pratiques. Et enfin des effets d'adoucissement d'arête que l'on peut directement gérer en mode rendu. Donc ça c'est assez pratique aussi, c'est ce qu'on avait déjà sur Max, enfin sur Mental Ray. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ici c'est un exemple justement avec le nouveau modificateur Arnold Properties qu'on a ici. C'est juste un modificateur qu'on met par-dessus un objet. Et ce qui est pas mal c'est qu'il est bourré d'options, hein, on peut le voir ici. Donc là en l'occurrence ici la partie displacement. Et je vais ouvrir ça. Ok, pas de souci. Et je vais pouvoir en fait vous montrer assez rapidement le rendu interactif. Ce que je vais faire ici c'est prendre ce bitmap. Voilà, celui-ci. Donc vous voyez cet élément-là. Je vais transformer ça en vecteur. Donc on va un petit peu voir en fait ce que propose Arnold dans l'interface de Max. On peut ici avoir, vous voyez, il y a toute une série de sous-catégories. Et notamment ici, ce qui m'intéresse, c'est le vector map. Voilà. Et cet élément-là, maintenant, j'ai envie de le plugger
ici juste en faisant un drag and drop. Hop, et là vous allez voir ensuite le rendu interactif se mettre à jour. Voilà, et on peut ensuite jouer justement sur des effets, on va dire, d'échelle, etc. Il va justement profiter de tout ça, vous faire une mise à jour en displacement. Donc ça c'est assez appréciable parce que c'est vrai que le displacement, notamment ce qu'on avait sur Mental Ray, c'était pas top, hein. Voilà, donc là Arnold globalement il est vraiment super sur cette partie-là. Je vous montrerai en fait ici un autre exemple. Celui-ci, pareil, c'est du rendu interactif, mais directement, non pas en fenêtre flottante. Là, directement dans le viewport, on peut ici directement chercher l'Active Shade et directement demander un de rendu interactif. Là, en l'occurrence, vous avez tous les avantages du rendu interactif, hein, c'est-à-dire ouvrir ici un matériau. Là, en l'occurrence, ici, changer quelque chose. Je sais pas si je change le matériau, on peut le voir tout de suite se changer. On peut aussi jouer ici sur les lumières. Alors, allez, on y va. Voilà, c'est bon. Ici, par exemple, si je suis amené ici à le déplacer, voilà. Donc, vous voyez tout de suite, on a une interaction qui se fait. On peut jouer aussi sur l'échelle. Donc là, en l'occurrence, on va couvrir une plus grande surface et en temps réel, on arrive à voir. Bon, c'est pas du temps réel, c'est plutôt du interactif. C'est plutôt le bon terme pour ça. On peut jouer en fait sur un paquet d'éléments et vous pouvez ici assez rapidement visualiser ce que ça donne au niveau rendu. On va quitter ça. Et un dernier point ici, celui-ci en fait c'est juste pour montrer un autre shader en fait qui est proposé par Arnold. C'est le Physical Sky hein, qui est ici, hein. C'est ce qu'on avait déjà sur Mental Ray, mais en fait Arnold aussi a implémenté le sien. Donc on peut ici le visualiser. Ce que je vais faire c'est la même chose ici, hein, c'est Active Shade. Voilà. Et vous avez ici le Physical Sky. À partir du moment où vous changez ici quelques paramètres qui sont en fait plugués dans l'environnement, on en tirera parti. Vous voyez, si j'augmente ici l'élévation du soleil, etc., la taille du soleil aussi, on peut ici avoir une influence en fait sur euh, les bordures de l'ombre, etc. Donc tout ça de manière hyper facile en fait à mettre en place. Voilà. Donc voilà. Je vous invite en fait à explorer tout ça, hein. Et je vais juste finir avec. Est-ce que je peux finir avec Stingray? Ouais, c'est bon. Bon, je vous montre assez rapidement Stingray. Bon, vous savez que c'est Autodesk a racheté il y a 2 ans un. Attendez, je vais quitter celui-là. Voilà, parfait. Voilà, voilà, donc parfait. Autodesk a racheté il y a 2 ans un moteur de jeu qui s'appelait à l'époque Big Squid. Donc après ils l'ont renommé en Stingray. Bon, globalement, je vais vous montrer ce que c'est, hein. Globalement, c'est deux choses, hein. Stingray, c'est un éditeur, donc vous pouvez ici visualiser l'interface, et ensuite vous avez un moteur qui lui est présent là. Donc on peut voir, ici on supporte le HTC Vive avec les contrôleurs, on peut aussi les manipuler, etc. Alors, un des gros avantages en fait que propose Stingray, c'est qu'il est vraiment extensible. Tout est basé en fait sur des plugins, et toute l'interface en fait de Stingray, c'est des plugins. Donc, et ça c'est vraiment assez intéressant. Et c'est vraiment basé sur du HTML5 et du JavaScript. Donc quelque chose de relativement ouvert, puisque HTML5 et JavaScript ne sont pas fermés. Autre chose aussi, au niveau programmation, plusieurs langages sont supportés. Vous avez le Flow. Donc le Flow en fait c'est un environnement nodal de développement qu'on peut ici visualiser. Vous avez le Lua qui est carrément cette fois-ci un langage de script supporté directement dans Stingray, et vous avez aussi le C++, mais là par contre pour pouvoir faire du C++ il faudra en fait acheter le code source. Ce qu'embarque en fait Stingray, donc quand vous installez Stingray, forcément vous avez la partie rendue temps réel, la partie physique, donc là en l'occurrence c'est la technologie d'NVIDIA, NVIDIA Physics qui est implémentée dans Stingray. Tout ce qui est FX, en fait on gère les particules, donc il y a un éditeur de particules dans Stingray. Animation et cinématique inverse, donc là en l'occurrence c'est la technologie HumanIK d'Autodesk qui est implémentée en standard en fait dans Stingray. La partie audio, alors là en l'occurrence c'est un partenariat avec l'éditeur de WISE qui est l'éditeur audio dans le monde du jeu qui est le plus connu actuellement. Donc il est directement implémenté dans Stingray. Un peu d'intelligence artificielle avec un outil qui s'appelle navigation. Donc là en l'occurrence on est plutôt dans un mode, c'est du path tracing, ça veut dire on dit tel élément part de là et va jusqu'ici, et entre ces deux points il y a plein d'obstacles. Et en fait l'outil sait trouver le meilleur chemin pour passer d'un point A à un point B. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est navigation, donc le support du scripting, comme je l'ai dit tout à l'heure, et enfin l'intégration en fait des API plugins.
Donc ce que vous pouvez faire en fait avec Stingray, bah, c'est ça, hein. Vous pouvez soit exporter sur console, donc Xbox One, PS4, Steam, ou à la rigueur mobile, soit du iOS, Android et WebGL. Et enfin toute la partie VR, AR. Alors pour la petite histoire, on en est à la version 1.8 qui est sortie il y a 2 semaines. Et maintenant on supporte, alors à titre pour l'instant expérimental, l'HoloLens, c'est-à-dire tout ce qui est réalité augmentée. Ça fait déjà pas mal de temps que Stingray supporte Oculus et Vive, et forcément ben, tout ce qui tourne autour des mobiles, c'est-à-dire Cardboard et Daydream de Google. Donc tout ça en fait c'est en standard. Voilà, donc après je vais vous montrer ici deux trois petits éléments. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Bon là c'est des exemples plutôt orientés visualisation. Là c'est le petit frère de Stingray qui s'appelle Revit Live. Alors pour la petite histoire, dans les bacs actuellement Autodesk est en train de travailler sur un sketchbook VR. Donc ça peut être assez rigolo de faire du dessin directement en mode VR avec les contrôleurs. Donc ça c'est, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc regardez, restez aux aguets. Ici d'autres exemples ici, ici bon là c'est plutôt orienté design. On est vraiment dans le moteur Stingray actuellement, hein. Ce que vous voyez là c'est du Stingray. Là en l'occurrence ici on va carrément refaire la carrosserie d'une voiture en live, etc. Malheureusement j'ai pas beaucoup de temps. Là c'est la partie collaborative, on peut être à plusieurs dans la même scène Stingray et ensuite partager on va dire une expérience d'immersion virtuelle directement. Donc là vous voyez la personne là c'est une autre personne qui a aussi euh, un casque Vive, etc. Il y en a même une troisième là ici. Voilà, donc il y a plein d'expériences pour l'instant sur l'approche collaborative. Pour l'instant, c'est des expériences hein, que mène Autodesk. Et sur la partie Film TV, ben, au dernier GDC 2017, donc, qui a eu lieu je crois en février, DreamWorks s'est associé avec Vicon et avait un stand. Et ils ont montré en fait une expérience de production virtuelle avec comme moteur Stingray. Donc l'idée, bah, c'était d'avoir une espèce de plateau virtuel et de pouvoir jouer sur, avoir une influence sur les angles de vue, bah, globalement le contenu qui était affiché, et tout ça en temps réel. Et ici, on peut ici visualiser bah, un exemple ici avec, je crois que c'est How to Train the Dragon, Your Dragon en fait, en mode VR directement, et derrière donc c'est du Stingray. Voilà, donc là après il y a quelques exemples de jeux, Far Shark, Arrowhead, etc. Donc là il y a du Warhammer aussi, etc. Là c'est des exemples en mode WebGL, donc c'est la 3D sur Internet, hein, globalement. Donc là ici on a des nuages volumétriques, ici donc ça c'est un jeu de plateforme, et ici c'est un exemple ici de capture faciale. Oh, excusez-moi en fait, non plutôt. Tout ça en fait c'est des exemples de développement annexe. Et ici, vous avez quelques exemples ici de jeux en ligne en mode WebGL, tout simplement. Bon, ce que je peux juste, je crois que j'aurai pas le temps, hein, c'est ça. Bon, bah désolé, j'ai pas le temps, mais je voulais juste vous montrer que. euh, non, 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 mais j'attire juste votre attention. JP, it's your turn after me. Euh, ouais, ouais, ouais. Beaucoup de personnes en fait utilisent Vray. Sachez que Stingray supporte les matériaux Vray. Donc je peux partir d'une scène Vray et l'envoyer dans Stingray et je n'ai pas besoin de refaire les shaders. Voilà. Donc c'est juste ça que je voulais vous montrer. Voilà. Merci en tout cas.